Par association d'idées, quand est-ce que les restaurants rouvrent? Un jour peut-être. On parle du Silence des agneaux. Oui. Eh bien, il y a un restaurant cannibale ici à Bonneville-Val-Oreille, mais pour l'instant, il est fermé. Ah. Voilà. En fait, tout le monde est cannibale ici dans le village, donc L'impro vous appartient. Quand l'improvisation s'invite chez vous. Animé par Arthur Palumbo. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de L'impro vous appartient. L'émission où on parlera de l'impro sous toutes ses coutures. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le premier membre de l'artiste de l'émission, au prénom de Lumière. Bonjour à toi Arthur. Eh bien, bonjour Arthur, toi qui as un si beau prénom. Et j'ai également avec moi un autre membre de la Ludie qui nous rejoint. Salut à toi Guillaume. salut Arthur et salut l'autre Arthur également. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour vous présenter rapidement, Guillaume, tu es professeur de lettres et d'anglais en lycée professionnel, il me semble. C'est tout à fait ça. Et donc toi, Arthur, tu es médiateur scientifique. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement en quoi consiste le métier de médiateur ? Alors, la médiateur, ça n'a aucun rapport avec la guitare, c'est tout ce qui consiste à expliquer, transmettre les connaissances à partir des sciences vers le public. On peut appeler ça aussi la vulgarisation scientifique. Et dans la médiation scientifique, il y a de l'animation, donc faire des expositions, faire des ateliers. Il y a le journalisme scientifique, écrire des articles, faire des émissions. Et il y a aussi tout ce qui est communication scientifique. Donc les gens dans les laboratoires qui écrivent des communiqués de presse pour dire on a trouvé un truc génial, mais on va vous l'expliquer plus simplement que le protocole. Et moi, dans ma médiation, je suis animateur. D'accord, donc justement, la première question en fait que j'ai envie de te poser par rapport à ça, c'est quelle part occupe l'impro, parce que tu es un improvisateur chevronné, tu as Et, déjà pas mal d'années derrière toi, et quelle place ça occupe dans ton métier, l'improvisation que tu peux faire une fois par semaine ? eh bien, une place très importante parce que quand on est face à un public en improvisation ou face à un public en animation, dans les deux cas, on est face à un public. Donc, même si en animation, on a quelque chose de préparé, eh bien, on doit être à l'écoute de comment est-ce que les gens se comportent, est-ce qu'ils comprennent ce que je dis ou pas, est-ce que ils ont des questions, comment est-ce que je m'adapte par rapport à eux. Et puis, bien entendu, ça aide aussi pour être à l'aise. Forcément, j'imagine. Et toi, Guillaume, j'ai envie de te poser la même question. Quelle place occupe l'improvisation dans ton quotidien de professeur avec les élèves ? Alors, en fait, de base, dans mon quotidien, avant même d'être prof, j'ai l'impression d'être. Alors, c'est un truc très bateau. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire un jour je suis né et depuis j'improvise. Ça, c'est le cliché de tous les improvisateurs. Mais pour de vrai, c'est un peu comme ça que je suis dans ma vie de tous les jours. Quand on est prof, on est censé, entre guillemets, avoir un personnage. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas besoin de tenir un personnage puisque naturellement, j'ai envie de te dire, voilà, les élèves me regardent avec des yeux. C'est très souvent qu'on me dit que je suis assez bizarre. Et je dirais que globalement, l'impro, c'est super important, surtout pour avoir de la répartie avec des élèves qui sont systématiquement en train de te balancer des vannes, de te faire des remarques. Donc je crois que pour ce côté-là, effectivement, l'improvisation et le côté personnage aussi, parce que ça m'arrive de faire des personnages en classe, de remettre des copies en ayant des démarches toutes bizarres ou de prendre des voix, parce que voilà, j'ai l'impression qu'ils ont besoin aussi de, comment dirais-je, de cassure de rythme. Voilà, je suis pas ce prof monotone qui reste assis à sa place et qui récite voilà, c'est quand même assez animé, assez dynamique, je dirais. Et puis oui, du coup, l'improvisation, effectivement, m'aide beaucoup dans mon métier. Voilà, je sais pas si c'était trop long, si c'était clair, mais en tout Est-ce cas, que tu t'es déjà déguisé en licorne face à tes élèves? je ne me suis jamais déguisé en licorne, mais je pense que il doit y avoir des traînées d'arc-en-ciel derrière moi quand je marche dans la classe. Voilà, mais ça fait partie de ces choses qu'on voit pas forcément à l'œil nu. Voilà, il faut être ouvert, il faut être aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Ouais, faut être aware, faut être surtout au courant de ce qui se passe parce qu'effectivement, pour les auditeurs qui ne sauraient pas, Guillaume et Arthur ont fait l'année dernière, lors de la dernière saison culturelle, ils ont joué un duo très particulier, un duo de catch d'impro, et ça nous permet de parler justement de ce format assez vieux mais relativement particulier. Toi, Arthur, comment tu pourrais définir le catch impro ?
C'est une très bonne question. Et en disant que c'est une très bonne question, j'essaie de réfléchir désespérément à une réponse. Eh bien, je dirais que c'est comme un match, mais en plus concentré, puisqu'à la place d'avoir deux équipes de 6, on a deux équipes de 2. À la place de jouer des personnages, on joue des personnages qui vont jouer des personnages. Donc c'est le match au carré en quelque sorte. Eh ben, le match au carré, justement, la particularité, justement, c'est que vous ayez des personnages, surtout en dehors, c'est ça qui est assez intéressant, là où, entre deux improvisations en match, on se relâche, entre guillemets, et on est plus dans l'animation. Qu'est-ce que ça apporte en plus, le fait de jouer un personnage, le fait de jouer avec ton binôme, justement, Arthur, c'est ça qui, je pense, est intéressant. Quelle sensation ça t'apporte en plus? Est-ce que ça te permet de te concentrer plus? Est-ce que ça te permet de trouver d'autres idées? Et ça fait deux choses. Déjà, le fait d'être toujours en jeu, ça fait qu'on est toujours en énergie. Même si en match, on reste en énergie pour être en animation de banc, c'est quand même pas pareil qu'être en jeu. Alors que là, on est vraiment toujours dans les personnages. Et la deuxième chose que ça permet, c'est que du coup, vu qu'on passe d'un personnage, donc dans notre cas de fan de licorne, à des personnages sur scène, eh bien, il y a encore plus de variations. Donc ça fait que nos personnages sur scène, dans mon cas, eh ben, je me sens plus porté. En match, il faut que je me mette dans le personnage, ça prend un petit peu plus de temps. En catch, je sors d'un personnage de fan de licorne, j'entre directement dans un personnage de quelqu'un d'autre, et c'est déjà à fond dans l'énergie. Donc c'est des moments assez riches en émotions, assez riches en souvenirs aussi, j'imagine. Il doit y avoir des sacrés moments. Guillaume, il me semble que tu as aussi des origines bordelaises et donc t'en as fait un peu là-bas. Alors non, à ma connaissance, le catch existait déjà sur Bordeaux, mais sans doute pratiqué par d'autres compagnies. Moi, j'ai fait que du match et éventuellement du cabaret. Mais le catch, c'était ma première expérience et en l'occurrence, ma seule expérience pour l'instant, c'est une rencontre avec donc Arthur, les amis cornes et on était contre Les canailles, les canailles. Donc c'était Aline avec et François. François et Aline. Et puis du coup, ça reste la seule et unique expérience de catch que j'ai pour l'instant. Et j'en garde par contre une réelle frustration parce que du coup, ça a été la première. Et une première de catch, c'est effectivement assez intense. Ça passe incroyablement vite. Comme a dit Arthur, t'as pas vraiment le temps de te reposer parce que quand t'es sur le banc, bah, on a fait des animations, on a bougé, etc. T'es tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le vif du sujet, tellement qu'il y a des moments où c'est un peu flippant parce que t'as pas le temps du tout, mais du tout, de réfléchir à ce que tu vas faire. Et puis du coup, bah, on est resté là-dessus puisque derrière il y a eu le confinement ou le reconfinement. Du coup, à force on sait plus, mais voilà. Donc ouais, c'est quelque chose. Voilà, c'est quelque chose. Il y a vraiment un vrai côté spectaculaire avec les personnages, les entrées, les déguisements. Puis avec Arthur, on a pris un vrai plaisir. En tout cas, je parle pour moi, mais je pense que c'est partagé. Un vrai plaisir à imaginer nos entrées, à faire les déguisements, puis le scénario, tout ça. Puis ça s'est fait en plus hyper facilement. Donc voilà. Eh ben, merci pour ces beaux petits retours, ces belles petites anecdotes aussi. Je vous proposerai de reparler de ça dans un deuxième temps. Mais d'abord, une petite interlude. Eh ben, je vous propose de reprendre le jeu des métiers. Alors pour ceux qui débarqueraient sur le podcast, le jeu des métiers, c'est chacun notre tour. On va donner à la personne de son choix un métier imaginaire, inventé de toutes pièces. Et la personne désignée devra expliquer en quoi consiste son métier, en quoi il est difficile, en quoi il est particulier, est-ce que c'est bien rémunéré, qu'est-ce qu'on y gagne, les études pour y arriver, etc., etc. Est-ce que c'est clair pour vous? Très C'est clair. limpide. Eh ben, je vais commencer. Par exemple, euh, tu es... Alors, Arthur, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que tu es surfeur sur Arc-en-Ciel. Est-ce que tu peux m'expliquer le principe, s'il te plaît? Eh bien oui, alors c'est vrai que la plupart du temps tu dis des bêtises, mais heureusement, ce coup-ci, tu as parfaitement raison, puisque beaucoup de gens pensent que c'est un simple loisir, alors qu'en fait c'est une vraie technique qui consiste à aller récupérer les trésors des farfadets. Comme vous le savez, ils sont planqués et même au pied des arcs-en-ciel. Donc si on surfe sur les arcs-en-ciel, c'est un moyen simple, puisqu'on a seulement une planche de surf, économique, puisqu'on se paye notre planche de surf avec les trésors qu'on trouve, pour aller prendre ces trésors. Et l'avantage, c'est qu'en passant de manière très rapide, eh bien, on ne se fait pas maudire par le farfadet, qui évidemment ne supporte pas qu'on lui vole ses trésors. C'est pour ça que surfeur d'arc-en-ciel est un métier dangereux. Eh ben, merci beaucoup. Je te laisse demander à qui tu veux le métier imaginaire qu'il réalise, bien entendu. Et oui, eh bien, je vais demander à Guillaume. Mhm. Guillaume, tu es entraîneur de dés.
Entraîneur de dés, oui. Alors, bah écoutez, vous savez que les dés donc ont plusieurs faces et il est important en fonction des jeux, si vous voulez, qu'ils soient coachés de manière à ce que les bons chiffres sortent. C'est-à-dire que par exemple, si je suis à une soirée, disons, si on remonte 2 ans en arrière à l'époque où c'était possible, une soirée entre adolescents qui donc ont pour objectif de se beurrer la figure et de boire un maximum d'alcool. Alors leur but est, lorsqu'ils jouent à des jeux d'alcool, c'est de faire le maximum de points sur la face du dé. Et donc moi je coach les dés, effectivement, en fonction des objectifs de la soirée pour qu'ils tombent sur la bonne face. Donc je suis sur chaque face, en fait. Il faut savoir que je me démultiplie et j'ai le don d'ubiquité. Et donc je suis, voilà, si une face, la face 1, par exemple, le chiffre 1 ne sert à rien dans un jeu, je vais inviter la face 1 à rester à sa place et à ne pas se montrer, à rester habillé. Je vais par contre inciter, si le 6 est attendu, à ce que le 6 se déshabille, se dévergonde et se montre à la face de tout le monde afin de satisfaire. Alors je travaille beaucoup dans les casinos, évidemment. Je travaille dans les EHPAD beaucoup. Voilà, faut savoir que j'ai été coach de cartes auparavant. Ah, Voilà, et puis bon, bah, après j'ai eu envie, hein, évidemment, j'ai fait une formation qui m'a permis d'avoir un bac plus 2 en coach 2D, et puis voilà, donc c'est vraiment très très intéressant, puis voilà, on s'embête pas vraiment, quoi. c'est décidé, je me réoriente. Écoutez, je vous avoue que j'aimerais qu'on échange un de ces quatre et être moi-même surfeur d'arc-en-ciel. On pourrait faire un petit concept d'échange de métier comme ça me Eh plairait bien, c'est beaucoup. décidé, les dés sont jetés. Oh là là. Oh, comme c'est beau, Oh, comme oh, c'est oh. beau. Allez, à Jacques Taest, n'est-ce pas, pour parler un peu espagnol. Alors, Il allait à Jacques Tabrest pour parler comme le capitaine Haddock. ouais. Ah oui, effectivement. Alors, est-ce qu'Arthur Palombo, je vous propose un métier? Oui, Avec grand Très plaisir. bien. il faut le faire participer. Alors, vous êtes dompteur d'ego. Expliquez-nous. Alors, dompteur d'ego, c'est un métier évidemment assez particulier, vous vous en doutez. Il s'avère que voilà, on tombe sur des cas voilà assez particuliers où parfois la nature voilà, où on est dans un cadre assez privilégié où on aurait tendance voilà à se montrer en avant, etc. Et moi, mon rôle, en fait, c'est de permettre aux gens d'avoir un peu de retenue finalement, un peu de prestance. Voilà, je veux pas citer de collègues parce que voilà, ils essaient de faire au mieux, mais il se peut voilà, que certains politiques prennent un peu prennent un peu la grosse tête. Voilà, on se souvient de Macron au moment de son meeting à Lyon, voilà, où le dompteur finalement n'avait pas bien fait son travail. Le rôle avant tout d'un dompteur d'ego, c'est de permettre, voilà, ce que je l'ai dit, cette retenue. Et donc moi, en fait, je vais voilà travailler un peu à la sorte finalement d'un dompteur de dés. Finalement, c'est un peu le même principe. Finalement, on se retrouve Mhm. sur beaucoup de points à ce niveau-là. Voilà, il y Mhm. a tout un travail de maîtrise en soi, de mettre certaines choses à leur place, de pas montrer certaines choses, tout un travail de retenue et tout. On est amené souvent à Mhm. travailler dans de la communication. Voilà, c'est un biais d'ailleurs à Mhm. laquelle on peut accéder. Je m'adresse aux étudiants en terminale qui chercheraient Mhm. une orientation. Vous pouvez, grâce à un DUT en égotologie. Voilà, c'est une filière peu connue et voilà, qui est pour Ouais. autant très intéressante. Et sur une formation de 3 ans, voilà, en toute modestie, Mhm. vous pouvez avoir un métier de grande qualité. Et ben merci beaucoup pour pour ces petits jeux. Alors je voulais parler dans un deuxième temps d'une particularité qui vous unit et qui est assez particulière. On est un podcast avant tout bisontin, à la limite franc-comtois, mais vous êtes en fait de l'autre bout de la France. En tout cas, vous avez vécu une partie de votre vie à l'autre bout de la France. Vous êtes bordelais. Alors Guillaume, peux-tu expliquer pourquoi tu as vécu à Bordeaux et en fait comment tu es arrivé dans cette magnifique contrée qu'est la Franche-Comté? Alors, bah, pour arriver en Franche-Comté, bah, soit on fuit la police, soit on perd un pari. En l'occurrence, j'ai perdu un pari avec un policier, du coup je me suis retrouvé. Non, non, c'est pas vrai. Je suis bordelais d'origine et extrêmement fier de l'être. En tant qu'enseignant, j'ai eu mon concours il y a 5 6 ans, et en gros, dans l'éducation nationale, comme chacun le sait, au départ, on est envoyé plus ou moins en région parisienne, sauf si au moment des vœux de mutation, on décide de faire différemment. Et moi, je voulais absolument éviter la région parisienne pour tout un tas de raisons, et je me suis donc retrouvé parmi les régions les plus accessibles. En l'occurrence, l'Académie de Besançon n'est pas forcément la plus demandée. Donc je me suis retrouvé là, et puis je suis là depuis quelques années, et ma foi, voilà, j'ai rencontré l'Artiludie, j'ai rencontré ma compagne, j'ai fait un enfant, enfin voilà, je suis franc-comtois, mais je garde quand même un désir
de revenir un de ces quatre dans ma région bordelaise. Voilà. Tu as parlé de Céline, évidemment, on l'embrasse, elle qui a mené à terme très récemment un projet grâce à une campagne Ulule. Et d'ailleurs, une cagnotte est toujours en ligne, donc si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez surtout pas. Illustre artiste. C'est l'instant promo avant l'heure, on aura l'occasion d'en reparler. Alors aussi, il y a eu un match Ludi, il me semble, c'est un Ludi Bordeaux, en tout cas il était présenté tel quel. Et je sais que sur certaines photos, j'ai pu apercevoir un certain Arthur Jeannot qui était là. Alors raconte-nous comment ça s'est passé et comment tu es arrivé en fait à Besançon après ce match-là. Eh bien, moi, je suis parti de Besançon. J'ai commencé à l'Arty Junior à Grandfontaine, puis à l'Arty Adulte, parce que c'était plus près de chez moi. Je me suis déjà infiltré là. Et c'est ensuite, lorsque j'ai eu mon bac en 2010, que je suis parti à Bordeaux. Et donc là, j'y suis allé à la LUBI, la Ligue universitaire bordelaise d'improvisation étudiante. Alors étudiante, c'est comme la Ludi de Besançon, hein. Il y a étudiante dans le nom, mais il n'y a pas que des étudiants dans la troupe. Il y a eu le match que tu as mentionné, où effectivement, on a invité la Ludi de Besançon à Bordeaux, et eux nous ont invités, on est allé à Besançon. Et puis après, eh bien, quand j'ai fini mes études, je suis retourné à Besançon, j'ai réintégré l'Arty, et je suis là. Et oui, du coup, cette expérience à Bordeaux a été très, très intéressante parce que ça a fait découvrir des manières différentes de faire, des exercices, des variantes. Puis même sur les choses qui sont en commun, du coup, on apprend aussi quelles choses sont consensuelles dans les milieux de l'impro. Et c'était très, très enrichissant. Ouais, et puis, ce qu'il y avait pour ma part d'assez perturbant quand je suis arrivé sur Besançon et donc à l'Artiludi, c'est des mêmes exercices qui portaient des noms différents, avec des mots différents à l'intérieur. Et ça, c'était un peu perturbant au départ parce que, voilà, un wouha se transforme en waouh, voilà, sur les exercices d'énergie par exemple. Voilà, mais sinon, en tout cas, quand j'ai quitté ma troupe bordelaise, j'étais super triste et je me suis dit, oh là là, je vais jamais trouver aussi bien. En réalité, eh ben, voilà, je m'éclate à l'Artiludi, en dehors du fait qu'on est confiné et puis qu'on est dans un contexte spécial. Voilà, j'ai trouvé ce qu'il me fallait ici. Voilà. Le plus amusant sur ce que tu as cité comme d'exercice qui change de nom, c'est le goaler. Donc Arthur Palombo, toi qui es à l'Arty, tu connais le goaler comme on se met en cercle et on fait des improvisations qui durent 20 secondes chacune et on change. Donc à Bordeaux, quand ils m'ont annoncé, bon on fait un goaler, tu sais ce que c'est? Ah oui, je sais ce que c'est. Et là, ils se mettent en ligne. Qu'est-ce que c'est? Et donc du coup, là, je me suis dit, non, mais c'est une variante, je fais leur goaler à eux parce que c'est comme ça, quoi, c'est tout, on s'adapte. En fait, je ne connaissais pas vraiment le leur. Et alors, je crois que nous, c'était un toaster sur Bordeaux. Ouais. À la Ségu. Tu vois, ouais, voilà. Ouais. Enfin. Et le goaler, ils le connaissent, ils l'appellent clap position. Un pro-clap, ah oui, un pro-clap, voilà, effectivement. Ouais. Mais le plus intéressant, c'est les catégories, parce que du coup, il y en a certaines qui sont des variantes l'une de l'autre, et puis dans certains cas, il y a des catégories que je préfère à Bordeaux, et dans certains cas, des catégories que je préfère à Besançon, même si toutes sont intéressantes à jouer. Évidemment. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que malgré c'est ça qui est génial, on est, je peux même dire, 3 improvisateurs, plus en tout cas formés sur du format match, on va dire. Oui. On a donc ce côté très protocolaire du code qui apporte cette magie, mais finalement, en fait, on est en train de faire le constat que même si la formule du match et la codification du match est la même, et malgré tout, il y a certaines libertés qui sont faites au niveau des catégories et il y a une vraie différence en fait. Exact. Et du coup, c'est des différences qui enrichissent quand on fait des rencontres puis qu'on apprend les catégories les uns des autres. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange autour de l'improvisation autour de Bordeaux, et si jamais ils passent par là, on les embrasse évidemment. Ah oui, on les embrasse sans geste barrière. J'avais envie de reprendre avec vous ce petit jeu C'est Impro, c'est Pro, parce que voilà, vous êtes des invités très culturés, évidemment. Et donc j'avais envie de voir vos connaissances cinématographiques sur l'improvisation dans le monde du cinéma. Bien. Très bien. Exemple, dans le film Shining, avec l'extraordinaire acteur qui est Jack Nicholson, il faut savoir qu'il y a un moment assez particulier dans le film qui n'est absolument pas prévu. Est-ce que vous savez lequel ?
Alors, s'il y a bien un moment particulier, bah, en fait, il y en a plusieurs, mais il faudrait que je le revoie ce film. Et puis, en plus, j'ai travaillé là-dessus avec des élèves et ça m'a donné envie de le Euh, revoir. je connais un mythe, mais je connais pas le vrai moment pas prévu. Ah bah alors raconte le mythe peut-être. C'est peut-être ça. C'est mais j'avais appris il était faux. Heureusement ou malheureusement, ça dépend du point de vue de qui on se place. Au moment où Jack casse la porte à la hache, Wendy pousse un cri de terreur. Et il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était improvisé. Mais du coup, Shining et puis l'actrice elles ont expliqué que non, en fait, elle était au courant de ce qui allait se passer. Et puis de toute façon, elle voyait l'équipe de techniciens en face d'elle. Elle a joué ce passage-là. Il y a peut-être des gens qui ont voulu faire croire, pour on ne sait pas quelle raison, que c'était pas joué, mais les réalisateurs expliquaient que c'était joué. L'histoire, c'est que elle ne se serait pas attendue à ce qu'il y ait un coup de hache à ce moment-là. Elle aurait poussé un cri de terreur naturel, disons, c'est Oui, ça? les directives, ça aurait été cri, il tape à la porte en donnant des coups de poing. Ok. Et la vraie scène, c'est la hache qui traverse et puis Jack Nicholson qui passe la tête avec sa tête tout à fait bienveillante et agréable en criant Here's Johnny. Et donc, d'après le mythe, enfin de ce que j'ai entendu, c'est un mythe à vérifier, eh bien, elle n'aurait pas été au courant, ce qui fait que le premier cri était réel. Et en fait, non, le premier cri est bel et bien joué, Hmm. puisque de toute façon, en plus, elle pouvait s'échapper, elle n'était pas vraiment coincée dans un coin. Elle était devant une caméra et des équipes techniques. Ouais. Mais du coup, c'est peut-être un autre passage que tu avais en tête. Alors absolument pas. Il m'a pris à mon propre jeu. Je suis Je suis désolé. abattu. Il m'a pris à mon propre jeu. Je viens d'apprendre en même temps que vous auditeurs. C'est extraordinaire. Non alors quand même de ce que j'ai lu apparemment la seule directive qu'avait Jack Nicholson c'était de frapper très fort. La hache je savais pas pour le coup. Moi c'est le seul doute Bien. que j'ai. Mais tout ce que tu m'as dit je te crois. Je bois tes paroles. Alors, ce que je connaissais, c'était sur l'actrice, hein, ça n'empêche pas que sur Jack Nicholson, ce que tu as pu entendre peut être tout de même juste. Ça peut se combiner. Eh ben alors en tout cas, Hmm. Arthur Jeannot, tu m'as bien cerné là-dessus, mais je t'en propose, je vous en propose même une deuxième, avec le très célèbre film également, Le Silence des Agneaux, avec cet acteur fantastique qui est Anthony Hopkins. Moi d'ailleurs j'ai eu le plaisir de voir ces films assez récemment et j'ai découvert le jeu de l'acteur qui est absolument fantastique. Ouais. Quel moment est très particulier dans le film et est improvisé. C'est quelque chose d'assez précis, pour donner un indice. Celui-là, je ne le sais pas, donc je vais laisser Guillaume répondre. Alors, très sincèrement, pareil, je pense que mon souvenir du film est un petit peu vague, mais il doit y avoir une vraie part effectivement d'improvisation parce que je l'imagine très bien dans sa cellule là où il a cette espèce de plexiglas devant lui. On le voit beaucoup. Ouais, je sais pas comment dire. On sent qu'il est porté par son personnage, par ses intentions et qu'il n'y a pas forcément de texte derrière. Donc je dirais que globalement, ça doit être effectivement rien que pour ça un acteur extraordinaire parce qu'il doit avoir cette part d'improvisation. Mais alors, le moment précis, je sais pas. Alors j'allais te dire un truc un peu bizarre, genre quand il agresse, il n'y a pas une infirmière à un moment donné qui l'agresse. Bref, je sais pas. En tout cas, Vas-y, tu te vas-y. rapproches quand tu parles d'attitude, etc. C'est tout simplement le fameux cri qu'il fait. Enfin, le cri, non, c'est plutôt un son. Le son très particulier qu'il fait. Alors, je ne veux pas faire l'affront de l'imiter, c'est Anthony Hopkins. Mais, Hmm. mais le bruit très particulier qu'il réalise est en fait complètement improvisé. Ça fait partie des directives voilà, qui n'étaient pas prévues. Et c'était également quelque chose d'improvisé, totalement. Voilà. Oui, c'est accompagné d'un rictus un petit peu C'est vampiresque, ça. comme si voilà, il sentait le sang et qu'il avait envie de le goûter. Ouais, il y a un truc un peu bizarre comme ça. C'est Mm. vrai que c'est pas Ah imitable, hein, oui, par contre, effectivement. et il y en a même un gif qui a été fait où il fait ce petit mouvement de lèvres. Ouais, Et ben ça, Ouais. voilà, ouais. c'est ce rictus précisément qui est Ah, improvisé. cool. Et du Oh coup, là j'ai là, une mais question pour toi, Arthur, pour te faire participer, Ah tiens, puisqu'il paraît que tu veux participer. Est-ce que tu sais quel genre, enfin quel sous-genre, donc un genre très précis de cinéma est réputé pour avoir le plus de parts d'improvisation? Alors après, est-ce que ça rend bien, est-ce que ça rend pas bien, c'est une autre discussion, mais en termes de pourcentage, de manière factuelle, quel genre a le plus d'impro dedans? waouh. C'est lié aux raisons techniques, donc c'est un genre qui est lié à la technique. Je sais pas, les On est documentaires. déjà trouvé. Ah non, Ah, pour pas le les coup. documentaires. C'est vrai que le fait d'interroger des gens, je vois pourquoi tu penses à ça.
Mais non, c'est bien de la fiction. C'est bien de la fiction. Ah, ça, Ouais. Euh... Ah, bah non, ça peut pas être le dessin animé, c'est impossible, parce que justement, par Ah non. définition, il y a... Plus on découpe les plans, plus on a possibilité de prévoir. Ah Donc du oui, coup, donc en l'inverse. fait, il faut... Ah, donc ce serait comment ça s'appelle? Les plans séquences? C'est les films plans séquences? Mais certains types de plans séquences seulement. Parce qu'il y en a qui sont très, très, très scénarisés de plans séquences, justement, pour que ça Oui. fonctionne. Mais il y a certains plans séquences qui sont. Alors là, je sèche complètement. Qu'est-ce qui pourrait être? C'est les films d'horreur en caméra embarquée. Ah, Le plus connu, c'est à le la film. rec. Exactement, bah, le plus connu, c'est exactement celui-là que tu as cité, Rec, Hmm. puisqu'ils savent qu'ils doivent aller de telle salle en telle salle, que dans la salle numéro 3, ils vont rencontrer telle personne qui est maquillée en zombie qui va les attaquer, puis qu'après, ils doivent redescendre, et ainsi de suite. Mais alors, après, pendant les 40 minutes de plan séquence, c'est improvisé, et puis ils font comme ils peuvent. Hmm. Et ça Ouais. rend ça rend d'ailleurs le truc extrêmement prenant. Moi, Rec, il m'avait traumatisé, hein, ce film-là. Oui, oui, Il oui. est espagnol, parce qu'ils ont fait d'autres versions après. Ouais, les Espagnols. Le Je premier, crois, il est mais c'est espagnol, ouais. Bah, ils ont particulièrement fait une réussi. série de 4 qui sont espagnols, puis il Hmm. y a peut-être des remakes, mais je les ai pas vus. Ouais. Et alors, c'est Blair Witch Project, du coup, si on parle du même, que j'avais vu au cinéma. Et j'étais tellement crédule à l'époque, ils avaient fait un marketing en expliquant aux gens que c'était tiré d'une histoire vraie, et moi j'y Oui. avais cru. Du coup, je suis Oui. allé au cinéma persuadé que ce que j'allais voir était vrai. Je vous explique pas du coup dans quel état j'étais en regardant le film. Et quelques années en prenant du recul, je me suis dit mais en fait ils se sont bien moqués de moi et voilà, mais ils avaient réussi leur coup Mais oui. et pour le coup c'était une première très réussie. Ben Mm. oui, à l'époque, il n'y avait pas encore trop ce genre de film-là. Maintenant, on est habitué quand on Ouais. voit un film tiré d'une histoire vraie, on fait ouais, bien sûr. Mais quand c'est la première fois, c'est Mm. normal qu'on se fasse prendre. Ah bah oui, c'est normal. Ouais. Eh ben, merci beaucoup Arthur Janot pour cette petite question qui nous permet de clore ce jeu et de passer à la prochaine rubrique. Évidemment, comme j'aime à le dire, nous sommes un podcast byzantin, en tout cas franc-comtois. Est-ce que vous avez des recommandations à faire passer? Ça peut être un artiste, ça peut être un commerçant, ça peut être... voilà. Est-ce que toi, Guillaume, tu as envie de faire de la promo pour quelqu'un? Tu peux faire de la promo pour Céline, tu as le droit. Pour qui tu veux. Bah, on a déjà, on en a déjà parlé, je pense, en début d'émission. Bah, après, oui, effectivement, mais en termes, comment dire, je vous avoue que non, je j'ai pas réfléchi à cette question-là. Après, oui, voilà, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, aller visiter donc les propositions artistiques professionnelles de Céline, donc illustre artiste, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et Ah, je puis, viens de comprendre le jeu de mots. Merci. oui, voilà. Et puis donc elle fait de l'illustration, des petites affiches, des choses pour les enfants aussi à caractère pédagogique. Voilà, donc allez voir si ça vous intéresse. Et vous pouvez contribuer à une cagnotte qui est libre à l'heure actuelle, donc. Et puis sinon, oui, de manière générale, non. J'ai l'impression, moi, de vivre un peu dans la fin du monde. Et du coup, j'ai l'impression que tout est fermé, que plus personne n'existe. Donc, je ne peux vous parler que ce qu'il y a entre mes quatre murs. Et voilà, donc je parle de ma compagnie. Mais non, j'ai pas de... Voilà, je suis désolé, mais vive la Franche-Comté quand même. Et toi, Arthur? Et bien moi, je vais vous conseiller... alors, vous allez dire que j'ai des obsessions, et vous auriez sûrement raison, puisque je vais vous proposer un escape game, un jeu d'évasion immersif d'horreur, qui s'appelle le Presbytère, qui est à Tendon. À Tendon, c'est à 1 heure à peu près, 1 heure et un quart à peu près de voiture de Besançon. Il fait à la fois escape game et barrageux, mais bon, bah forcément, là, il est ouvert que la journée, ce sera que escape game. Et le fait d'être immersif dans une ambiance d'horreur avec une enquête, avec un prêtre devenu fou, c'est vraiment génial parce que les énigmes, si on les prenait comme ça hors du jeu, bah, elles seraient simples, normales, intéressantes. Mais le fait qu'à chaque instant, il faille surveiller la porte d'entrée parce que le prêtre aveugle peut entrer et puis essayer de vous choper, c'est hyper flippant. C'est vraiment une expérience à vivre. Je vous le conseille. À 4 ou 5, c'est l'idéal. Ok. Et puis, est-ce qu'on respecte les gestes barrières? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est adapté?
Il faut se renseigner s'il est ouvert ces temps-ci. J'avoue que Ouais. je n'ai pas vérifié. D'accord. Et il y a vraiment un prêtre, un comédien qui vient et Et oui, d'ailleurs, pour la petite anecdote, au début, je croyais qu'ils étaient deux comédiens, la personne qui fait l'accueil puis la personne qui fait le prêtre. Et c'est que sorti de l'escape game, quand j'ai posé la question, mais du coup, le deuxième comédien, on lui dit pas bonjour, qui m'a dit, mais en fait, c'est moi qui joue les deux rôles. Donc j'ai eu l'air un peu idiot, mais je l'assume fièrement. c'est génial. Eh ben, merci pour ces recommandations. Moi, pour ma part, ma recommandation, c'est la Huche à Pain qui se trouve rue Rivotte. C'est tenu par Stéphane Ravaclet, qui a notamment fait l'actualité de par sa mobilisation pour le jeune Lai, le Guinéen qui devait repartir. Et au-delà de ça, au-delà de la personne, il y a une boulangerie de très bonne qualité. Beaucoup de choses qui sont faites, et notamment en pâtisserie et viennoiserie, qui sont très intéressantes et délicieuses. Et vraiment, si vous êtes dans le coin, je ne peux que vous conseiller de vous y rendre. Alors l'idée c'est, moi je veux bien y aller, mais est-ce qu'ils font des chocolatines? Non, je ne rentrerai pas dans votre jeu bordelais. Ah, il faut plaire à un maximum de monde, il faut prendre en compte les migrants comme moi. C'est comme, Mais oui, j'avais vu circuler cette histoire du jeune Guinéen. Effectivement, il faut savoir que dans le cadre de mon boulot en lycée pro, on a souvent ce genre de cas avec des jeunes qui viennent, qui sont sur le territoire depuis pas longtemps, et on s'aperçoit très facilement que le système a tendance à très très vite les évacuer, et que malheureusement, il faut mettre les bouchées doubles, voire triples, pour qu'ils puissent rester sur le territoire, et que leur passeport puisse être prolongé, voire validé. Enfin bref, c'est tout un bazar. Mm. Et c'est une réalité, c'est le quotidien dans des lycées pro. Et puis voilà, c'est des jeunes qui sont en général très très courageux, extrêmement polis. Voilà, ils ont toutes les qualités qu'on recherche chez de jeunes gens qu'on n'a pas toujours. Et voilà, donc oui, effectivement, c'est une belle mobilisation et une belle, comment dire, je cherche le mot, mais bon, vous avez compris. Une belle cause, voilà. Eh ben, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup d'être passé dans l'émission. Une dernière petite phrase, ou deux même, Arthur Janot, pour clore l'émission. Alors ça, je ne l'avais pas préparé, c'est donc en improvisation totale que je vous dis je vous aime tous, surtout Arthur Palumbo qui m'a invité, et Guillaume, mon binôme préféré de catch. Et toi, Guillaume? Eh bien, merci à Arthur Palumbo pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là, de t'entendre. Un plaisir de partager également le podcast avec mon binôme de catch. J'espère vraiment que je vais vous retrouver tous les deux, un de ces quatre, Ouais. dans une patinoire, dans un atelier, sur un spectacle en tant que spectateur ou que comédien, parce que vraiment, voilà, on commence à en avoir besoin. Prenons notre mal en patience, et puis bonjour à tous ceux qui nous écouteront, et je vous aime tous également, bien sûr, en respectant les gestes barrières. Et oui. Eh bien, merci encore à vous deux d'être passés. Merci à vous, auditeurs, d'avoir écouté l'émission. Je vous souhaite une très bonne journée, et on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine émission. Je vous embrasse. Ciao.